Mesdames et messieurs, bienvenue à ce tour de l'actualité mondiale sur Afrique Média. Élection présidentielle américaine 2012, tout se joue aujourd'hui. Plus de 200 millions d'Américains sont appelés ce mardi 6 novembre aux urnes. La continuité avec Barack Obama ou l'alternance avec Mitt Romney, la réponse demain. Bien avant, voyons le dernier meeting des deux candidats. Dans cette dernière ligne droite, les deux candidats n'ont plus qu'un seul mot à la bouche. Hello, Ohio! God bless Ohio! L'Ohio, l'État où tout peut se jouer. Chacun sait que celui qui l'emporte ici a de grandes chances de gagner la Maison-Blanche. Alors, à quelques heures d'intervalle, les deux hommes se sont croisés à Columbus, la capitale de l'Ohio. Mitt Romney a troqué son bus de la veille pour une arrivée encore plus spectaculaire en avion. J'ai besoin de votre aide, de votre vote. Marchons ensemble, travaillons ensemble et demain sera différent. Pour Barack Obama, cette dernière soirée doit être le show final. C'est le moment ou jamais de s'offrir le rappeur Jay-Z en chauffeur de salle. C'est le moment ou jamais de s'afficher une dernière fois avec son soutien Bruce Springsteen. C'est le moment ou jamais de se montrer avec Michelle dans un moment de tendresse. Je ne veux pas abandonner le combat. J'ai encore plein d'énergie à répondre et j'espère que vous aussi. J'espère vraiment que vous aussi. Dernière stratégie de séduction, dernier mot de mobilisation. Et voilà finalement les deux candidats qui se ressemblent. Ils veulent tous les deux se battre jusqu'au bout. Sauf coup de théâtre, le 45e président des États-Unis sera connu dans quelques heures. Le système électoral dans ce pays est bien différent de celui de la France, par exemple. Voyons ce qu'il faut savoir sur le mode du scrutin américain observé dans le monde entier. Aux États-Unis, contrairement à la France, l'élection du chef de l'État s'effectue par un scrutin indirect à un tour qui se joue État par État. Les Américains ne votent pas directement pour un candidat, mais pour des grands électeurs qui se sont prononcés pendant la campagne en faveur de l'un ou l'autre candidat. Ces grands électeurs sont au nombre de 538. Il en faut donc 270 minimum pour remporter l'élection. Le nombre de grands électeurs par État est fonction de sa population. La Californie, État le plus peuplé, en compte 55, alors que le Dakota du Nord n'en a que 3. Dans tous les États, sauf dans le Nebraska et dans le Maine, c'est la règle dite du gagnant rafle-tout qui s'applique. En clair, le candidat arrivé en tête remporte automatiquement tous les grands électeurs de l'État, peu importe la marge d'avance qu'il détient sur son adversaire. Un système qui réserve parfois des surprises. Un candidat ayant reçu globalement moins de votes que son adversaire peut parfois être élu. C'est ce qui s'est passé en 2000. George Bush avait battu Al Gore alors qu'il avait 500 000 voix de moins que son adversaire au niveau national. Dans l'affaire du drame de l'amiante en France, Martine Aubry a été convoquée ce mardi à Paris devant une juge d'instruction en qualité d'ex-haut fonctionnaire du ministère du Travail. L'ancienne patronne du PS pourrait être mise en examen pour homicide involontaire en rapport avec des faits remontant à plus de 25 ans. Martine Aubry n'a pas l'intention d'être un bouc émissaire dans l'affaire de l'amiante. L'ex-patronne du PS prévient, elle fera appel si elle est mise en examen pour homicide involontaire. La juge d'instruction, Marie-Odile Berthelin-Geoffroy, s'intéresse à des faits qui remontent au début des années 80. Martine Aubry est alors directrice des relations du travail. Elle est en charge des réglementations pour la protection des travailleurs. Or, la juge estime que Martine Aubry aurait trop tardé à faire appliquer une directive européenne de 83 qui durcissait les mesures de protection contre l'amiante et qui, en France, n'a été mise en place que 4 ans plus tard. L'association des victimes de l'amiante, qui s'est constituée partie civile, estime que rien dans le dossier judiciaire ne permet de pointer une responsabilité individuelle de Martine Aubry. Mais elle dénonce une faute de l'État dans une affaire complexe où plusieurs hauts industriels ont déjà été mis en examen. L'amiante est jugée responsable de 10 à 20% des cancers du poumon et pourrait provoquer 100 000 décès d'ici 2025. Toujours en France, le tribunal correctionnel de Liège a ouvert ce mardi un procès contre 2 médecins pour homicide involontaire.
La victime est un adolescent de 16 ans décédé de suite en novembre 2005 à l'hôpital de la Citadelle après une violente crise d'asthme. L'équipe médicale aurait sous-estimé la gravité de la situation et fait preuve de négligence. Ce sont deux jeunes femmes médecins de 35 et 36 ans qui se trouvent sur le banc du tribunal correctionnel. Elles refusent d'être filmées et leurs avocats n'acceptent pas de répondre à nos questions. Les deux médecins sont poursuivis pour homicide involontaire. Anthony, un jeune garçon de 16 ans, est mort le 11 novembre 2005. Je pense qu'ils ne l'ont pas soigné, ils ne l'ont pas écouté, ils ne l'ont pas entendu et je pense qu'ils n'ont pas donné les soins adéquats. La famille d'Anthony reproche au médecin une réponse inappropriée par rapport aux plaintes du patient. Le médecin qui s'est occupé de lui, manifestement, a cru qu'il y avait un problème psychologique et s'est cantonné dans une explication psychologique de stress, d'angoisse. Et donc il a de nouveau été renvoyé chez lui alors que son souhait et celui de ses parents étaient d'être hospitalisé. Y a-t-il eu des négligences, un manque de prévoyance ou de précaution? La famille attend des réponses et formule d'ores et déjà des reproches. D'avoir présumé de leurs compétences et d'avoir en quelque sorte joué à l'apprenti sorcier en traitant elles-mêmes un problème qui dépassait leur degré de formation et qui aurait dû être référé d'une part au médecin superviseur qui était présent et d'autre part à un médecin pneumologue. Ce matin, c'est l'organisation du service des urgences de l'hôpital de la Citadelle qui a été expliquée au tribunal par le chef de service. La justice découvre un monde complexe où de multiples intervenants se côtoient. Elle devra dégager les responsabilités des deux dames médecins. Autre actualité, les manœuvres diplomatiques au sujet de la crise syrienne continuent au Caire où le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a rencontré le président égyptien Mohamed Morsi et son homologue Mohamed Kamel. La crise syrienne n'est toujours pas réglée malgré le cessez-le-feu de l'ONU qui coïncidait avec une grande fête musulmane la semaine dernière. Lors d'une conférence de presse avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, Lavrov a démenti les accusations de liens spéciaux entre la Russie et la Syrie et affirmé même que Moscou n'engagerait pas de négociations secrètes avec Damas. Lavrov a ajouté que les discussions avaient été moins efficaces parce que les puissances internationales traitaient seulement avec l'opposition syrienne. Ce qui importe pour nous, c'est la foi du peuple syrien et le désir de mettre fin au conflit. Nous avons réalisé que ceci est une tâche impossible sans la fin de la violence des deux côtés. C'est là-dessus que nous nous sommes mis d'accord à Genève et quiconque préférera une position différente sera responsable de l'ultérieur bain de sang. Et en Russie, le président Vladimir Poutine a limogé ce mardi son ministre de la Défense après un vaste scandale de corruption. Il a par la même occasion chargé un homme de confiance, l'ex-ministre des situations d'urgence Sergueï Shoigu, de mener à bien les plans grandioses de réarmement du pays. Yukov, ici dans le bureau de Vladimir Poutine il y a 5 ans, quelques mois après avoir été nommé ministre de la Défense. 5 ans plus tard, il est donc limogé, officiellement pour son implication présumée dans des ventes frauduleuses de biens militaires. Un scandale à plusieurs millions d'euros. Il était dans le collimateur de la justice russe depuis une série de perquisitions menées dans les locaux d'une société contrôlée par son ministère. Ce matin, Vladimir Poutine justifiait sa décision. Étant donné la situation de plus en plus difficile au ministère de la Défense, j'ai pris la décision de libérer le ministre de la Défense de ses fonctions afin d'établir les conditions d'une enquête objective. Enquête objective ou limogeage d'un ministre très critiqué, l'un des plus impopulaires de l'équipe du président. Son départ était réclamé par beaucoup, notamment par le premier parti d'opposition. J'ai adressé à plusieurs reprises des courriers au Parlement, à la sécurité du pays, pour les prévenir qu'Anatoly Serdyukov était extrêmement dangereux pour notre armée et notre pays. Il avait été chargé de réformer une armée vieillissante et touchée par la corruption. Cette tâche revient désormais à un autre fidèle de Vladimir Poutine, Sergueï Shoigu, ministre des situations d'urgence, en entrant ce matin dans le bureau du président russe. Il en est ressorti 10 minutes plus tard avec la casquette de ministre de la Défense. Le gouvernement français a repris la quasi-totalité des préconisations du rapport de Louis Gallois remis hier.
Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a détaillé les mesures adoptées par le gouvernement. Parmi elles figure une modification des taux de TVA. Plein de propositions faites hier par Louis Gallois au gouvernement. Ce matin, dès 9 h, les ministres étaient réunis en séminaire pour en faire le tour et en retenir quelques-unes. À 11 h 30, le Premier ministre commençait à les dévoiler. Nous ouvrons une étape majeure et décisive dans la sortie de crise de notre pays et de son économie. L'enjeu, rendre les entreprises françaises plus compétitives. À cet effet, le plan gouvernemental prévoit des allègements de 20 milliards d'euros sous forme de crédit d'impôt. Le but, alléger le coût du travail. Il portera sur les salaires compris entre 1 et 2,5 fois le SMIC. Cela représentera l'équivalent d'une baisse de 6% du coût du travail. L'autre volet porte sur les dépenses publiques avec de nouvelles économies. 10 milliards d'euros de réduction des dépenses du côté de l'État et des collectivités locales. Au total, le gouvernement va avoir 30 milliards d'euros de moins dans ses caisses. Pour financer ce programme de relance, des hausses de TVA. Le taux à 19,6 passera à 20%, celui de 7% à 10%, et il y aura une petite baisse avec une TVA à 5% sur les biens de première nécessité. Cette mesure vise plus particulièrement les ménages modestes qui consacrent une part importante de leur budget à l'alimentation et aux dépenses d'énergie. C'est une mesure de justice sociale et de soutien à la consommation. En échange, le gouvernement attend que les entreprises se montrent exemplaires au plan social. Elles devront accepter des représentants des salariés dans leur conseil d'administration pour assurer un suivi du plan gouvernemental et des crédits d'impôt. Les dirigeants asiatiques et européens ont exprimé ce mardi leur engagement à promouvoir un partenariat plus étroit entre les deux continents dans le but de réaliser un développement conjoint. C'était à l'issue de la clôture du 9e sommet Asie-Europe tenu à huis clos. Avec pour thème Amis pour la paix, partenaires pour la prospérité, ces 2 journées du sommet Asie-Europe se sont terminées. Lors de la seconde réunion plénière, le Premier ministre chinois Wen Jiabao a exhorté les nations asiatiques et européennes à renforcer la coopération en matière de sécurité énergétique et de prévention et de réduction des désastres. M. Wen a appelé les producteurs d'énergie et les consommateurs en Asie et en Europe à travailler ensemble pour élaborer un nouveau concept de coopération mutuellement bénéfique. Dans le même temps, Wen Jiabao a déclaré qu'un canal efficace d'échange d'informations devrait être mis en place en vue d'améliorer la capacité de surveillance des catastrophes. Il a également suggéré que les pays partagent leur expérience et améliorent leur capacité de prévention et d'atténuation des désastres, et ce par le biais d'un échange de personnel et de formation. D'autres sessions de cette réunion Asie-Europe ont pu couvrir une grande palette de sujets allant du terrorisme à la piraterie maritime, en passant par les droits de l'homme et l'éducation. Le Premier ministre chinois a également rencontré le président français François Hollande. Et M. Wen a indiqué que la Chine et la France devraient s'en tenir à une perspective stratégique à long terme dans le cadre de leurs relations. Il a par ailleurs suggéré que la Chine et la France développent des relations commerciales complètes et équilibrées dans des secteurs tels que les énergies alternatives, la conservation de l'énergie et la protection de l'environnement. Hollande a fait part de son appréciation quant aux propositions de Wen, de même que sa volonté de mettre en œuvre des efforts conjoints avec la Chine à cette fin. Dans le même temps, le Premier ministre chinois a également rencontré le Premier ministre italien Mario Monti, ainsi que le président bulgare Rosen Plevneliev. Et alors que l'économie européenne est dans l'ensemble en mauvaise santé, les dirigeants européens espèrent que les solides économies asiatiques pourront leur venir en aide. Il s'agit du 9e sommet de l'ASEM. Il comprend désormais 52 membres et inclut divers corps dont le secrétariat de l'ASEAN, le Conseil européen et la Commission européenne. Un tribunal turc se prépare à poursuivre 4 officiers israéliens de haut rang pour leur rôle en 2010 dans un incident qui a provoqué la mort de 9 citoyens turcs. Les auditions doivent commencer mardi dans un tribunal d'Istanbul. 4 commandants des forces de défense israéliennes, parmi lesquels l'ancien lieutenant en chef, le général Gabi Ashkenazi, risquent 9 condamnations à perpétuité pour avoir incité au massacre si leur culpabilité était reconnue.
Le dénommé incident de la flottille de Gaza s'est produit lorsqu'une flottille humanitaire, la Mavi Marmara, a tenté de briser le blocus imposé sur Gaza en faisant entrer de l'aide. Les commandos israéliens ont tiré sur le bateau, renforçant le blocus, et ont affirmé avoir agi en légitime défense après avoir, selon eux, été attaqués par les activistes à bord. 8 Turcs et un Turco-américain ont trouvé la mort dans l'incident. Les 4 accusés seront jugés par contumace. S'ils sont reconnus coupables, le tribunal turc pourrait émettre un mandat d'arrêt à leur encontre. Il s'agit là d'un procès légitime à tout point de vue et légalement valide. Bien entendu, il renferme aussi une valeur symbolique très importante. C'est en effet la première fois que les commandants et les officiels du gouvernement israélien sont poursuivis par le tribunal judiciaire d'une autre nation. Cela renferme donc une importante valeur symbolique tout en étant un procès à tout point de vue légitime. Le centre de New York, Boston, Devil Notch et plusieurs villes périphériques des États-Unis vibrent certainement ce mardi au rythme des élections présidentielles avec des ronds d'électeurs qui n'en finissent pas. On ne dira cependant pas autant de Long Island où certains sinistrés se remettent très lentement du terrible ouragan Sandy. Long Beach est toujours privée d'électricité. Cette école primaire devait accueillir l'un des bureaux de vote de Staten Island. Mais toujours privée d'électricité, elle restera fermée aujourd'hui. Et devant ses portes, c'est un centre d'aide aux sinistrés qui s'est improvisé. On apporte tout. Des vêtements, de la nourriture, de l'eau. À l'arrière du bâtiment, ces tentes serviront de bureau de vote de fortune. Mais combien seront-ils à se rendre aux urnes? Nombreux n'ont pas le cœur à voter. J'ai beaucoup trop de choses à faire. J'ai tout perdu, je n'ai plus de maison. Alors je dois commencer à reconstruire et je dois garder toute mon énergie pour ça. Alors non, je n'irai pas voter. Et pour ceux qui aimeraient s'échapper quelques heures de ce chaos, le temps de remplir leurs devoirs civiques, une autre difficulté, avoir les bonnes informations. Long Beach est l'une des dernières villes de l'État de New York, sans chauffage, sans courant. Les habitants comme coupés du monde. Je ne sais absolument pas où et comment aller voter. Je n'ai aucun moyen d'aller sur Internet, il n'y a plus rien autour de nous. On est sans toit ici. Moi, j'ai envie de voter pour quelqu'un qui va nous aider. Mais qui nous aide en ce moment? Personne, juste les amis. Malgré tous les efforts déployés par les organisateurs, à Long Beach, il n'y aura que 4 bureaux de vote ouverts sur les 11 initialement prévus. Une élection qui, dans cette commune, pourrait passer au second plan, vu l'urgence de la situation. Voyons à présent quel impact pourraient avoir ces élections américaines sur l'Afghanistan où des soldats américains sont toujours en guerre. En bref, pour les Afghanistans, l'issue de ces élections ne changera rien de leur quotidien. Le président américain Barack Obama a indiqué que les troupes américaines se retireraient en 2014. Son adversaire Mitt Romney est d'accord sur la date, mais précise qu'il ne l'aurait pas dévoilé à son ennemi. Ce conflit a largement été ignoré au cours de la campagne par les deux camps, et pourtant la guerre se poursuit avec 67 000 soldats sur le terrain et des militaires américains mourant chaque semaine. Comment se fait-il que ce conflit ait été oublié par les Américains? Peut-être parce qu'il n'a pas été gagné. Nous ne sommes toujours pas un pays stable. Bien que l'économie commence à s'améliorer, elle n'est pas encore fiable. Nous n'avons pas encore investi dans des projets fondamentaux qui pourraient vraiment retracer l'économie de l'Afghanistan dans les prochaines années et permettre au pays d'être plus indépendant. L'économie n'est pas le seul problème. La stratégie de retrait d'Obama se base sur les forces afghanes qui devraient elles-mêmes sécuriser ce pays. Mais la sécurité reste un problème. Les attaques et autres attentats sont monnaie courante. Et la corruption, la pauvreté et l'absence de droits pour les femmes sont omniprésentes. Malgré les milliards de dollars investis dans le développement, les progrès sont très lents. Mais certains habitants de Kaboul sont plus pragmatiques, faisant allusion à l'accord sur un partenariat stratégique passé entre Obama et le président afghan Hamid Karzai en mai. Ils pensent que l'accord est déjà passé. Le peuple américain, le gouvernement américain ont mis en place une stratégie sur le long terme, non pas sur le court terme. Cette stratégie va durer au moins 10 ans. Les élections américaines ne devraient pas changer la situation en Afghanistan.
Le peuple afghan a souffert depuis des dizaines d'années de la guerre. Peu importe le résultat des élections américaines, ils feront avec, s'efforçant de nourrir leur famille et reconstruire leur vie. Le soutien américain est vital, mais ils savent qu'il ne peut durer éternellement. Un peu de gaieté maintenant. Les fêtes de fin d'année approchent et la Poste en France a officiellement ouvert cette année encore le célèbre secrétariat du Père Noël. Les enfants peuvent donc dès aujourd'hui envoyer leurs lettres au célèbre bonhomme rouge et lui demander de nombreux cadeaux. Le Père Noël existe, la preuve. Depuis ce matin, il est à pied d'œuvre avec toute son équipe, une 60aine de secrétaires. Et c'est lui-même qui vient livrer le courrier. Voilà un peu de travail. Ah, Père Noël, tu nous en amènes? Des lettres par milliers venues de 60 pays différents. Il y a même des Chinois qui lui écrivent et qui recevront, qui sait, des jouets made in France. En tout cas, les dessins et les petits mots sont souvent particulièrement touchants. Cher Père Noël, je m'appelle Emma, j'ai 2 ans, j'ai été sage cette année et je voudrais un énorme sac de câlins enrobé de tendresse pour tous les enfants du monde. Papa Noël, cette année, je voudrais que tu m'accordes une grande faveur. Redonne la santé à ma mamie que j'aime. J'espère que vous m'attraperez pas un rhume en venant par la cheminée de ma maison, car ma liste est longue. Et comme il n'y a pas d'âge pour croire au Père Noël, même les adultes lui écrivent, il n'y a pas de raison. En effet, comme tu as pu le remarquer, j'ai maintenant mon permis de conduire depuis 2 ans et je n'ai plus besoin de A. Donc si tu pouvais m'offrir une nouvelle voiture pour fêter ça, ça serait fantastique. Cette année, pour les 50 ans du secrétariat du Père Noël, plus d'1 500 000 lettres ou mails sont attendus. Mais attention, le 21 décembre, il sera trop tard. Le Père Noël n'aura alors plus que 4 jours pour distribuer tous ses cadeaux. Et pour terminer, jusqu'à la veille de sa présentation, le projet de loi sur le mariage des homosexuels continue de diviser les Français. 58% des Français sont aujourd'hui favorables au mariage entre homosexuels, soit un recul de 5 points par rapport à 2011. Focus sur les concernés par ce rapport. 5 ans de vie commune et 2 enfants, Maude et Raphaël, des bébés Thalys comme on les appelle, conçus en Belgique par insémination artificielle, une pratique interdite en France. Des enfants qui savent tout de leur histoire, de leur naissance, et maintenant ils ont l'espoir de devenir légalement frères et sœurs. Au lendemain de l'élection de François Hollande, Maude a dit « Ah, bah c'est bien, François Hollande a été élu » parce qu'ils comprennent. Donc on va faire une grande fête et puis vous allez nous adopter. Donc ils ont aussi compris que ça allait être possible effectivement normalement, si la loi passe, de pouvoir les adopter. Et ça, c'est aussi quelque chose qui pour nous est très important, puisqu'on a chacune en fait porté un enfant. Donc on est toutes les deux dans la situation, on a un enfant qui est légalement le nôtre et l'autre dont on est la mère, comme on dit, sociale. Se marier, adopter, c'est ce que veulent Vanda et Valérie, une vraie famille. Vous aime mes 2 mamans. Contente quand tu nous avais ramené ça, hein, c'était sympa comme cadeau. Regardez-nous vivre et assez vite, la majorité des gens se rendent compte qu'on a une famille comme une autre. Vous avez les mêmes préoccupations que nous, bah oui, en effet. On a des problèmes de nous, on a des problèmes. Et voilà, il y a rien ça remet en cause rien du tout, ça change aucun fondement de rien du tout dans la société. Richard est arrivé en France il y a 4 ans. Il a été adopté. Il est né en Haïti. Comme ma maman était très jeune, elle pouvait pas me garder. Elle s'attendait pas à que je naisse. Du coup, elle m'a mis à la crèche SPA. C'est ça. Orphelinat. Orphelinat. Lionel, son père, est homosexuel. Il vit en couple, mais pour l'adoption, c'est en tant que célibataire qu'il a tenté sa chance. La plupart des pays étrangers ne veulent pas confier leurs enfants aux homosexuels et surtout aux hommes. C'est très difficile. Alors dans les pays étrangers, c'est le parcours du combattant pour les hommes, alors que pour les femmes célibataires, il y a moins de préjugés, il y a moins d'inquiétudes de la part des crèches et des pays et des administratifs. Pour les hommes, c'est beaucoup plus dur. Ouais. La loi ne facilitera pas les adoptions d'enfants étrangers par les homosexuels. En Belgique, où elle a été votée il y a 6 ans, il n'y a eu aucune adoption à l'international. Nous verrons demain si ce projet de loi sur le mariage des homosexuels a été approuvé en France.
Et voilà qui met un thème à cette édition. Merci de nous avoir suivis. C'était notre site Afrique Média. Vous pourrez en même temps consulter notre site internet www.afriquemedia.tv. À bientôt sur votre télévision panafricaine.